Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être en ligne avec mon ami et partenaire de musique de chambre, Miguel da Silva, et aussi collègue à la HEM de Genève. Miguel est un grand chambriste. Il a été très longtemps alto dans le quatuor Isaïe. Donc, au plus haut niveau, il a exercé la musique de chambre dans sa formation la plus exigeante, une sorte de religion, mais on va y revenir tout à l'heure. Et cette année à année, donc, il chaperonne d'une certaine façon, voilà, c'est avec un peu d'humour évidemment, de jeunes musiciens de la prestigieuse chapelle Reine que nous invitons pour la première fois. Euh, L'idée, c'était de donner un peu de permettre au public de suivre les différentes étapes de l'évolution de l'artiste et d'un artiste. Et là, à la Chapelle Reine-Élisabeth, nous avons des gens très confirmés mais qui sont encore en une phase de post-apprentissage. Enfin bon, bref. Toujours est-il. Bonjour, cher Miguel. Euh, Ma première question serait le rôle du pédagogue dans un monde qui change de plus en plus vite. Pourtant, dans des arts qui changent assez peu en fait, qui présentent un peu les mêmes exigences, comment tu situes ça actuellement? Alors, ça c'est une question difficile et longue. Je sais. Je dirais qu'il y a le pédagogue, il est multiple, il est différent suivant les endroits dans lesquels il enseigne. On n'est pas au même endroit, je trouve, dans une haute école ou dans un conservatoire ou dans une Hochschule que dans un endroit de classe comme la chapelle Reine-Élisabeth de Belgique. Je crois que Mhm. il est question dans la chapelle. Je crois qu'à la chapelle, pour moi, c'est plus dans le cadre d'une expérience que l'on vient ici et que l'on tourne ici, plutôt que dans le cadre d'un enseignement spécifique. Et je dirais que à la chapelle, c'est à la fois, bien sûr, des repères pédagogiques, et puis on a toujours une expertise sur le style, sur la technique, sur des tas de choses, mais je dirais plus que c'est presque du coaching. Je veux dire, il y a tout un aspect psychologique, et c'est pour ça que cette idée de compagnonnage, comment confirmer et élaborer ici depuis de nombreuses années, est assez essentielle. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des choses, je trouve que la musique, de toute façon, dépasse les mots. Il y a des choses qui se passent sur scène euh, sans mots, avec le pouvoir évocateur du son, du timing, qui sont pour eux beaucoup plus formateurs que n'importe quel cours. Maintenant, Miguel, pardon. oui. Nous avons un petit problème de son. Ah, Est-ce que tu aurais des écouteurs par hasard? alors, Parce que là, il y a vraiment des moments où en fait, je suis vraiment désolé de te... Mais le son, je pense tant qu'il... mieux là. Oui, parle encore. Est-ce que tu m'entends mieux là? Ah, Est-ce beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit. Alors, ah, mais l'image que s'arrête par mieux là? contre. Aïe, aïe, aïe. Euh, Ok. Alors, on ouais, peut. mais l'image s'est arrêtée par contre. Ah merde. Euh, et là, ça va. Tu reçois en fait? Mais oui, mais pourquoi il n'y a pas de. Ah, attends, il n'y a plus qu'une bûche là. Attends, tu veux. Je peux me permettre de Oui, changer oui, d'endroit? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que Ah oui, je là, vois, tu es dans le bureau. ouais, ouais, là, je étais dans le bureau, c'était tranquille, mais attends, je vais aller. Peut-être là, c'est peut-être mieux. Attends, je vais fermer la porte. Est-ce que tu me vois mieux et m'entends mieux là? Là, je t'entends bien, je te vois bien. Alors attends, je vais mettre ça sur le piano. Alors là, tu es Ça, c'est très à pas terrible. contre-jour. Tu es très à contre-jour, oui. Ça, c'est nul. Putain. Attends, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Bon, ça Oui, c'est pas mal. oui.
absolument. Attends, on va faire ça comme ça, voilà. Et tu vas rester Euh, debout? Debout? Non. oui, oui, D'accord. Ah bon, oui, oui, ça va oui, aller? oui, 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 je suis resté assis toute la journée. Voilà. Ouais. Bon, on recommence depuis le Entendu. début. Alors, ouais. Donc, je refais ou ouais, c'est peut-être C'est, mieux. c'est parti. Oui, c'est mieux. Refaisons. Ouais. Bon, voilà. Bon. Attends, ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu raison de spécifier les deux endroits différents. Bien sûr, Oh, bien sûr. oui, Ah oui, ok, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de mon ami et souvent partenaire de musique de chambre, l'altiste Miguel da Silva. Alors, Miguel est évidemment, essentiellement, on retient son activité de chambriste, étant donné qu'il a été l'altiste du Quatuor Isaïe pendant de très longues années. C'est une formation extrêmement exigeante qui a besoin d'un cadre assez particulier au sein de la musique classique. Nous allons y revenir plus tard. Mais bref, pour l'instant, nous allons évoquer le concert auquel enfin, qui surveille ou chaperonne en quelque sorte avec des jeunes musiciens de la chapelle Reine-Élisabeth que nous invitons pour la première fois au sein des variations musicales de Tanet. Alors, bon, ben, déjà, bonjour, cher Miguel. bonjour, cher Teddy. Je crois que tu es même, je perçois le mobilier, le design Oui, des années je suis à, 30, oui, voilà, de je la suis à la chapelle. chapelle. Je suis à la Voilà. chapelle On est en aujourd'hui. plein, on est dans la salle, voilà, où Isaïe enfin, était censé donner ses cours et où la reine venait Tout à écouter. fait. Voilà. Alors, bon, je vais commencer par une question peut-être un peu compliquée, mais importante à mes yeux. Quel serait, selon toi, le rôle du pédagogue dans un monde qui change de plus en plus vite, dans le cadre d'arts qui, eux, présentent toujours les mêmes exigences, en fait, qui sont un peu représentées par la chapelle? Alors, c'est une question difficile et qui demande du temps de réponse, mais je vais tenter. Je dirais que euh, le pédagogue, il est multiple. Ça dépend un petit peu à qui il s'adresse et à quel niveau il intervient. Je pense qu'on n'est pas le même complètement lorsqu'on est dans une haute école, dans un conservatoire, dans une Hochschule ou dans une école de musique par rapport à des endroits comme des masterclass à l'Académie de Kronberg, à Curtis aux États-Unis ou à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Je crois que ici, je dirais que c'est plus une expérience qu'une pédagogie où on intervient en fin de compte plus tellement sur les aspects techniques. On imagine, enfin, et généralement les musiciens qui sont résidents ont tous les outils pour proposer, pour intervenir sur telle ou telle proposition. Moi, ce que je trouve, ce que je note, en tout cas, concernant les masterclass à la Chapelle musicale Reine-Élisabeth, c'est que cette idée de compagnonnage qui a été élaborée il y a quelques années est une idée excellente à ce niveau-là. C'est-à-dire que, euh, de mon point de vue, le son, la musique est bien au-delà des mots, et je crois que l'idée de voyager sur scène ensemble et de participer à l'élaboration d'une interprétation avec l'instrument en main est une chose qui les aide énormément Mhm. comment les jeunes. Maintenant, Ouais. le rôle du pédagogue ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, il est tout de même, moi, je trouve, alors peut-être que on va me prendre pour un jeune vieux euh, pédagogue, mais je dirais que le rapport au texte et le rapport à la musique, nous sommes à une période où on ne sait plus très bien si l'interprète sert la musique ou si la musique le sert. Moi, je trouve que on a un texte musical avec une grammaire définie dans un siècle donné. Je crois qu'on est là pour, en tout cas moi j'essaye dans les différents endroits dans lesquels j'interviens, d'avoir une approche du texte et un respect du texte tout en mettant sa propre histoire et son idée, sa vision pédagogique, mais avec la bonne grammaire. Parfois, on entend des choses
où le texte, il est un petit peu, on se sert un peu du texte pour briller ou pour, et ça, c'est une chose que je suis un petit peu là-dessus, un peu raide. Oui, je comprends, je comprends. Et tu verrais un changement au fil du temps, bien que tu sois encore très jeune et que tu aies peu Je d'années crois derrière que, toi. mais je crois que malheureusement, enfin là, je vais être un peu pessimiste. Ayant participé à quelques jurys ces 2 dernières années, que ce soit en violon, en musique de chambre, j'ai pas fait de l'alto. Pour un altiste, c'est quand même extraordinaire d'être à des jurys de violon, que ce soit Wieniawski ou Mhm. c'est Oui, quand c'est même vrai, oui. super. Je trouve ça génial. Et Mhm. je crois qu'on est à une époque où on prend les choses d'une manière un tout petit peu facile. C'est-à-dire, on doit être confortable. Je sais pas comment dire ça. Mhm. Le confort passe avant ce que la musique impose. C'est-à-dire, si je veux vulgariser un peu mon propos pour que tout le monde comprenne, euh, c'est que il y a quand même dans la musique une pulsation. Et parfois, je trouve que cette pulsation, le fait que ce soit inconfortable, je trouve, ça crée une tension musicale. Et le Ouais. fait que ça soit inconfortable, on doit la dépasser. Et parfois, eh bien non, on va pas la dépasser, on va louvoyer, on va prendre un peu plus lent ce passage-là, et puis voilà, ça Mhm. passe, mais c'est plus beau de Mhm. son. Oui, très bien, mais est-ce que c'est réellement l'idée même qui est sur la partition? Je ne le pense Mhm. pas. Donc je trouve Ouais. que ce confort, pour moi, aujourd'hui, n'est pas une chose bonne pour l'interprétation. Oui, je partage ton avis, d'autant plus que malheureusement, effectivement, le public enthousiaste, ce qui est très bien, ne peut pas remarquer réellement ce genre de choses et justement, il va s'attacher, la raison pour laquelle ça existe sans doute, à la beauté du son qui Hmm. est obtenu au prix de ce louvoiement que tu évoques, effectivement. Et du coup, ben, il sera enthousiaste, mais tout ça, c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Alors, je pense que c'est une période, c'est peut-être une transition vers autre chose, je ne sais pas. Et je ne dis pas, souvent, enfin, moi je parle un peu comme ça, mais je ne dis pas que c'était mieux avant. Je dis que dans les interprétations et dans les concerts auxquels j'allais, je me sentais plus proche des musiciens avant et de Mhm. l'interprétation Ouais. avant. Ouais. Voilà, Je comprends. voilà. Voilà, je me souviens de concerts, enfin, extraordinaires. Je me souviens des premiers concerts de Kempf dans les sonates de Beethoven à Paris. Je me souviens de Radulopou dans Schubert. Bah, je veux dire, c'était quand même des gens qui avaient parfois un inconfort, bah, qu'ils maîtrisaient magnifiquement, quoi. Mais on sentait Mhm. qu'il y avait Mhm. un dépassement Ouais. de l'interprète qui me bouleversait. Voilà. Mais bon. Ouais. C'est très intéressant. Oui. Ce point précis, effectivement, on peut le mettre en relation avec beaucoup d'autres choses. Tu évoquais ce projet de compagnonnage à la chapelle Reine-Élisabeth en disant Oui. que ça avait vu le jour il y a quelques années. Tu peux préciser, en fait, parce que c'est donc une chose Oui. relativement nouvelle. Alors, c'est une chose relativement nouvelle. Alors, il y a toujours eu des concerts avec des résidents, avec des étudiants, mais là, maintenant, pour chacun des intervenants, que ce soit, enfin, de toute façon, ce sont que des masterclass à la Chapelle Reine-Élisabeth, mais quand quelqu'un veut Mhm. donner une masterclass, il est souvent proposé de jouer Mhm. avec les Ouais. élèves. Ouais. Et je pense, enfin, tu le sais, et je Oui. pense que ça, c'est une chose tout à fait remarquable, mais à tout point de vue. Au point Ouais. de vue de leur montrer, enfin, de proposer des choses sans les mots, aussi, mais aussi tout simplement de voir qu'un aîné, qu'un grand aîné, qu'un grand témoin de notre époque de l'interprétation peut avoir des ennuis, peut paniquer, peut avoir peur. Ouais. Et Absolument. Oui. non, mais comment on jugule ça? Voilà, on a la même peur. Mon expérience va faire que, par contre, je vais prendre plus de temps et je vais me calmer et je vais te proposer un discours posé, quoi, par rapport aux Mhm. jeunes qui peut paniquer. Et je pense que, enfin, moi, souvent, en sortant de scène, ils me disent, mais c'est incroyable, on a eu le temps de jouer. Alors qu'on a joué Mhm. des tempi tout à fait rapides, et je leur dis Ouais. sans arrêt, mais oui, il y a une pulsation, mais dans cette pulsation, dans un temps X, on peut faire plein de choses. On est, on peut Mhm. l'utiliser, enfin, on peut le remplir, quoi. Comme un Ouais. enfant à l'école maternelle qui remplit ses carrés et ses cercles, quoi. On peut bien le remplir, Ouais. Oui. ce temps. Voilà. Oui. Donc, Oui.
c'est vraiment une chose intéressante. Et puis, c'est super parce qu'il n'y a pas de. Alors, ça à prendre avec des pincettes parce qu'on peut dire que le sachant, celui qui a plus d'expérience, impose son interprétation. Moi, j'essaie toujours de dire que on est au même niveau et que je voudrais partager leurs idées. Mhm. Mais il y a une chose qui est très, très, moi, que je trouve très légère, très, comment je pourrais dire, comme un air frais, comme un air frais de l'ego n'a, a beaucoup moins sa Oui, place que lorsqu'on ouais, joue ouais. entre entre personnalités confirmées, quoi, on va dire. Oui, Et oui, ça, oui. je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a l'impression que la musique est plus vite là. Oui, oui. Mais alors, donc, ce que tu évoques, parce que j'allais te poser la question, en fait, sur le concert prévu, donc le 27 août, c'est C'est ça, ça. Mhm. à Tané. Donc, voilà, en fait, tu réponds un peu en avance à ma question. Ça sera ça ton rôle au milieu de ces jeunes qui vont interpréter. Voilà, c'est une sorte le Quatuor Adorno, je les ai eus à la Chapelle en masterclass pendant 3 ans. Ils ont été lauréats du concours Borceni à Reggio Emilia. Ils ont fait Mhm. déjà 2 intégrales des Quatuors de Beethoven. Là, ils vont Ah commencer le oui, concert. Ah oui, oui, oui. Par l'Opus 18 numéro 4, qui est comment un quatuor emblématique des Opus 18, parce que il y a cette chose que je trouvais hyper intéressante où, dans les opus 18, Beethoven fait référence bien sûr à Haydn et à tout le passé. Et puis il ouvre Mhm. déjà des portes vers le futur. Dans ce quatuor, il écrit au moment de la reprise du menuet, la reprise, il faut la jouer plus vite. C'est-à-dire qu'on est exactement au moment où le menuet va changer de direction et va devenir le scherzo beethovenien. Scherzo, oui, oui, oui. Et là, Incroyable. et c'est avec ce 18 numéro 4 en mi mineur, et ça, je trouve ça super. Les Adorno, c'est un quatuor que j'adore. C'est dans la Oui, lignée du Quartetto Italiano, c'est vocal. oui. Ce sont des gens c'est aujourd'hui pour moi le plus grand, enfin le plus grand jeune quatuor italien. Oui, Après, on jouera ensemble le Köchel 515 de Mozart, qui est à deux altos, qui oui. est là entre la musique de chambre et la musique concertante, un petit peu comme son grand divertimento, où le mouvement lent, cette andante, est une sorte de petite concertante pour le premier alto et que j'aurai le plaisir de jouer et le violon. Et puis après, ben, la musique peut-être la plus jubilatoire du 19e, la plus spontanée, la plus, Mm. avec Mendelssohn, l'Octuor, qui était un Oui, chef-d'œuvre. c'est d'œuvre. Et je précise que Mendelssohn l'a écrit lorsqu'il avait 16 ans. C'est incroyable. Euh, Ce qui est peut-être l'œuvre précoce la plus aboutie de l'histoire de la musique. Et Oui, même si on y inclut Mozart, je crois que ça risque d'être encore un peu plus achevé. oui, Et c'est drôle parce que c'est, oui, nous avons cette année donc pas mal de jeunes. Nous avons une pianiste, Ariel Beck, qui a justement 16 ans, que j'ai interviewé il y a quelques jours. Et je pense que ça donne un peu une indication pour ceux qui vont entendre ne serait-ce que l'interview de ce qu'il y a derrière ces personnalités, parce que Ariel, voilà, elle compose aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui est, vous verrez dans l'interview, elle a beaucoup de son intérêt. Et oui, parce que j'ai essayé de mettre l'accent sur le fait que le public, il a l'impression que ces espèces de d'intelligence ou plutôt de l'inspiration fulgurante de jeunes musiciens tombent du ciel comme ça. Mais c'est un peu plus construit que ça, même à 16 ans. hmm, oui. C'est un peu plus compliqué que ça, je trouve. Oui, oui, oui. Mais Bah, cette œuvre, elle est ils- incroyable. Elle est incroyable. Non, mais à 16 ans, enfin, des personnalités comme ça sont touchées par la grâce, certes, mais il y a tout un travail, il y a toute une réflexion derrière et Oui. un Une grande système de maturité, pensée, en une fait. grande maturité, absolument, qui est Ouais. incroyable. Oui, on peut évoquer Bizet dans sa première symphonie ou Oui, Saint-Saëns, la 500, c'est vrai, oui. oui, Ouais, Saint-Saëns, oui, je c'est trouve, vrai. oui. Ouais, oui, tu as raison. Alors, on va revenir un peu bah, à ton passé de quartettiste au plus haut niveau durant de très nombreuses années. Ça reste pour moi un mystère. C'est une chose que je ne connaîtrai jamais, alors qu'on se connaît quand même très bien. Cette pratique du quatuor, comme ça, assidue avec les mêmes personnalités. Comment gère-t-on l'entente humaine au sein du quatuor?
donc qui est la formation la plus emblématique, où les compositeurs sont allés le plus loin. Tu évoquais un exemple là tout à l'heure avec l'opus 18 de Beethoven, où il amorce ce que deviendra le scherzo beethovenien. Et c'est la formation la plus exigeante. Alors évidemment, on est tous, en tant que musiciens, il faut que le public comprenne, on est tous un peu, on sait que c'est un peu un truc à part, quoi. On peut pas, on fait tous du quintet, du trio, de toutes sortes de choses, mais de musiciens comme ça qui se mettent à faire du quatuor pour un concert ou deux, ça arrive pas souvent. Donc, comment on gère tout ça? Déjà, Alors, est-ce que tu trouves qu'on a raison de garder comme ça dans un sérail séparé, comme ça, de ne jamais toucher au quatuor, même à une occasion euh, ponctuelle? non, alors ça, je pense que dans l'histoire de l'interprétation, il y a des grands quatuors qui se sont formés comme ça, au débeauté, mais des grands artistes. Je pense à Oskar Chomsky, Gingold, Primrose, et le Ouais. violoncelliste m'échappe, mais ils ont fait du quatuor pendant 15 jours et ils sont restés quelques années ensemble d'une manière ponctuelle comme ça dans l'année. Ah, Ils ont fait des versions absolument incroyables. Je c'est pense à vrai. Oistrakh, qui, avant d'arriver à l'Ouest, est resté en Russie, a fait 10 ans de quatuor à très très haut niveau. Il y a un premier quatuor de Brahms qui est admirable. Il y a un opus 18 de Beethoven admirable que j'ai entendu. Et il y a toute une rétrospective au disque qui est en train de sortir, qui a été fait par Bruno Mont-Saint-Jean Oui, récemment, sur des enregistrements qu'il a retrouvés en Union soviétique, enfin en Russie maintenant, et qui oui. sont incroyables. Non, je pense que quand on est très fort instrumentalement, quand on a une réflexion musicale, quand on a l'envie de se confronter à ce répertoire, après c'est le goût, les oreilles, la culture, et ça peut aller très très vite. Euh, Là où c'est plus difficile, c'est de rester ensemble et de faire que ça. Parce que si on fouille un peu et si on veut avoir les mêmes attaques d'archer, quand je dis attaque, plus exactement, se servir de son archer comme d'un pinceau, mais du même pinceau tous les quatre. Pour trouver Ouais. des choses comme ça, il y a des respirations communes, il y a des choses, c'est comme une équipe, il y a des choses à huiler, à travailler. Ce que je peux dire, c'est que le quatuor à cordes, de par la littérature, c'est un peu l'aristocratie de la musique de chambre. C'est-à-dire que Mm. quand tu joues ça, il n'y a rien au-dessus. Un exemple frappant, quand Beethoven termine ses dernières sonates pour piano, il commence sa dernière période pour quatuor à cordes, Mm. en disant Eh oui. lui-même, voilà, je suis allé au bout de cet instrument, maintenant si je veux aller plus loin, je vais me servir que du quatuor à cordes. Et là, il y a les derniers quatuors de Beethoven, qui sont des Everest musicaux. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on reste ensemble? Il y a plusieurs paramètres. Je pense que le premier paramètre, c'est la littérature. C'est l'idée de vivre avec des chefs-d'œuvre en permanence. Il n'y a rien d'acheté dans le quatuor à cordes. Et puis, s'il y a une chose qui vous plaît moins, vous prenez l'autre pile et vous tombez sur autre chose d'extraordinaire. Si vous avez... Donc, ça déjà, la littérature est une chose hyper importante. Il y a cette sorte d'alchimie du son qui fait que lorsqu'on est en phase, certains soirs au concert ou en répétition, on sent que on est beaucoup plus qu'à quatre. Je sais pas comment dire. Il y a une sorte de vibration commune qui fait qu'il y a une sorte de totem, il y a une sorte de cinquième entité qui arrive, qui est le son d'un quatuor Belchéa, d'un quatuor Isaïe, d'un quatuor Alban Berg, qui fait que vous apportez votre pierre à un édifice et vous le voyez se construire devant vous. Ça, c'est une chose, moi, qui m'a toujours bouleversé. Il y a d'autres paramètres beaucoup plus basiques, mais qui sont hyper importants. C'est que économiquement, Mm. c'est une carrière. Et quand Bien vous avez sûr. envie de quitter parce que l'autre est insupportable ou parce que vous supportez plus, 15 ans de jouer avec un tel ou un tel, ben, il y a quand même une économie derrière, comment à Ouais, gérer. bien sûr. C'est pas rien. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a porté, c'était la fascination que j'avais pour mes aînés, pour le quatuor Amadeus. Moi, j'ai voulu, c'était un rêve d'enfant, enfin d'adolescent,
d'apporter, enfin, de participer à cette tradition et de m'inscrire dans une tradition comme ça. Et ça a été pour moi le moteur, je dirais, Ouais, de toute ma vie de musicien. Après, il y a eu comme dans toute micro-société, il y a des choses où on a l'impression que on est en couple et que tout est merveilleux. Et puis il y a parfois des choses qui se brisent complètement en disant, mais comment j'ai pu croire à ça? Comment cette personne peut me parler comme ça? Comment peut-il se comporter ou peut-elle se comporter comme ça? Bon, ben ça c'est les rapports humains. mhm, Euh, Ce qui fait qu'on passe ou qu'on jugule ces pulsions, je trouve, c'est la musique. ouais. Bah, merci pour cette réponse qui est très belle et très sincère. C'est ce qui n'est pas Ouais, si souvent le cas dans le monde de la musique, et aussi, bah, effectivement, sincère aussi dans le sens de ne pas mystifier non plus la possibilité d'atteindre des choses belles, voire très belles. Parce que c'est vrai que beaucoup de quartettistes, on sent que en fait, voilà, ils sous-entendent qu'on peut absolument pas toucher à ce répertoire, alors que là, tu expliques bien la différence qu'on peut obtenir en plus sur des années. bien sûr. Non, non, mais je pense que franchement, euh, euh, il y a peut-être quelque chose, le quintet dont tu parlais avec piano ou le quatuor Oui, avec piano, le fait qu'il y ait deux entités sonores et qu'il y ait un piano, dès qu'il y a un piano, je trouve que pour les cordes, tout est plus facile. bien sûr, je le sens moi en Enfin, tout cas. Oui. voilà, tout est plus facile parce que déjà, la justesse est beaucoup plus tempérée, enfin, elle est carrément Ouais, tempérée. Enfin, on joue faux, quoi, avec le piano. oui, Comment? En quatuor, tout est à construire, toutes les ouais. harmonies sont à construire, donc c'est ça qui demande un peu plus de temps. Mais des gens qui jouent très très bien leur instrument, qui ont envie de s'abandonner aux autres, à l'un et à l'autre, peuvent faire du quatuor, mais on peut y avoir une grande version en quelques jours, moi je trouve. Ouais. De s'abandonner aux autres, bah, je retiens ça pour conclure notre petite interview, parce que j'ai l'impression que ton élève est déjà là ou Oui, pas. oui, 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 je vais donner un cours, mais Donc, ce euh, sera du trio avec piano. d'accord. Alors, ils sont plusieurs. Alors, bon, ils sont silencieux, c'est bien. Oui, Oui, c'est drôle parce que j'avais un grand chef de chœur, Denis Rouget, qui vient à Tanay également. Et en fait, il nous expliquait quelque chose. En fait, tu écouteras peut-être son interview qui est passionnante oui. et à propos du travail en chorale. Et en fait, vous avez dit beaucoup de choses en commun qui sont fort intéressants. Mais écoute, Miguel, je ne te retiens pas plus longtemps. Merci mille fois de cette interview depuis la chapelle Reine-Élisabeth. Et puis, bah, je sais pas, tu nous fais un petit tour là pour qu'on voit Ben, avec la grand salle qui plaisir. est impressionnante et magnifique. Alors, Enfin, attends, je vais essayer je ne sais pas comment. Alors, voilà, comme ça, comme ça, voilà. voilà, Oui, voilà. voilà, voilà, voilà. Là, il y a une verrière. Une Là, vous verrière avez le buste de la de la reine qui est reine. là. Ouais, Voilà. ouais. Et puis là, c'est ce fameux mobilier 1930. Exactement. Voilà, avec le lustre de Murano. Absolument, Voilà, extraordinaire. pardon. Voilà, Exactement. voilà. Voilà, on a eu de la petite visite en plus pour le Bon, parfum des lieux qui est très marquant. ah Je oui. dois le souligner pour tous ceux qui ont la chance d'y être de temps en temps. Déjà, rien que l'atmosphère Mm, procure déjà quelque chose de très tout à fait, palpable. tout à fait. Merci beaucoup, Miguel, et à très À bientôt. bientôt. Alors, à À bientôt, Tanay, Teddy. je rappelle, c'est le 27 août à 20h. Super. Merci. Au revoir. Au revoir, Miguel.